Ohé partisan, chaque Boche abattu est un Boche de la libération. Enfin bref. Mais regardez cette petite réfractaire maquisard, groupez-vous. Vous croyez qu'en fait, il les a sortis d'où les noms réfractaire et maquisard? Vous voyez, de là. Regardez. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'être naïf. Ce qui est ici possible est lié à une culture, un peuple marqué par son histoire. Et ce peuple luthérien qui a vécu les transformations des dernières décennies n'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement, mais encore que. Voilà, Gaulois réfractaire. Alors écoutez là. que les périls montent. Il fait son poème. Comme les maquisards et les SAS de Saint-Marcel, vous rappelez que nous sommes prêts à consentir au même sacrifice pour défendre ce qui nous est le plus cher, notre terre de France et nos valeurs républicaines. Je sais notre pays, fort d'une jeunesse audacieuse, vaillante, prête au même esprit de sacrifice que ses aînés. Vous voyez? Mais regardez, on va aller encore plus loin pour vous montrer en fait comment ils se foutent de nous, mais d'une puissance. Qu'est-ce que vous voyez marqué? Ah, Pôle emploi. On s'appelait Pôle emploi. On est d'accord? Et France Travail. Du temps de Pétain, ça s'appelait France Travail. D'accord? Maintenant, regardez, il y a une chose que vous n'avez peut-être pas fait attention. Attendez, je vous C'est une étoile à faire un 5 zoom. branches. C'est l'étoile à 6 branches, c'est l'étoile de Renfant, l'étoile de David. Donc France Travail appartient à qui? Ouais, pas compliqué, hein? Donc voilà, c'est pas moi, hein. France Travail. Franchement, sur les affiches de Pétain, c'est là où tu te promènes, Macron, quand tu galères la nuit, ou c'est comment? On continue. Le bolchevisme serait la mort des peuples. Vous vous souvenez ce qu'il disait justement par rapport à la Russie? Si la Russie prend la tête de l'Europe, c'est la mort des peuples. Raison, mais je dis aujourd'hui, on a décidé ça, et ça c'est un changement. On l'a décidé à Paris, c'est le début de ce sursaut. Ensuite, je vous le dis, nous ferons ce qui est nécessaire pour atteindre notre objectif. Parce que si la Russie venait à gagner, la vie des Français changerait. De quelle manière? Vous avez compris? Donc maintenant, aujourd'hui, là, regardez, moi, ce que j'essaie de comprendre, c'est l'entrevue du chancelier Hitler et du maréchal Pétain a eu un caractère décisif. Il y a eu la collaboration franco-allemande, les deux chefs d'État, réunis près de Tours et ainsi de suite. Ça lui a valu, en fait, la casquette d'être détesté, comme Caïn, comme le corbeau, comme le serpent, comme Pharaon, qui était Nimrod, qui s'est fait tuer et qui a été en fait salué dans la postérité. Est-ce que vous êtes sûr que le maréchal Pétain a vraiment fait toutes les saloperies qu'on lui a racontées, qu'on a racontées sur lui? Non, parce qu'en fait, ils ont toujours le même modus operandi. La personne qui s'est le plus opposée à eux, c'est lui qui va être le plus sali dans l'histoire. Et c'est toujours pareil. Donc, j'en dis pas plus sur le maréchal parce que je ne sais pas ce qui s'est passé réellement. Mais regardez, le maréchal endossa la responsabilité de la collaboration. Selon le Figaro, il aurait agi en échange de la libération de 3,8 millions de prisonniers. Quelqu'un en parle de ça? C'est-à-dire que de 1,5 million de prisonniers, 1,2 million de prisonniers que Hitler a gardés, sachant qu'il a libéré 600 000 dès qu'il y a eu l'armistice. Et après, il les a libérés, il les a même fait travailler là-bas. Ça aurait été 5 millions de prisonniers. Il n'y a pas comme un problème, en fait, dans le narratif qu'on nous raconte. Il aurait vraiment fait un truc de salopard, là, à ce moment-là. Surtout que quand vous écoutez ce qui s'est passé en Russie durant le 39-45, dans les goulags, mais vous n'êtes pas prêts, en fait. Vous n'êtes pas prêts. Les charniers, vous laissez tomber. C'est un truc de fou. C'est combien? C'est plus de 15 millions de morts. Plus. Bien plus. Bien plus. C'est même pas 100 millions, je crois, on nous a dit. C'était industriel, par contre, chez eux. C'est pas les 6 millions qu'on a mis à Hitler. Hein. Je vous le dis. Hein. Déjà, les 6 millions, je vous ai démontré que si ça se trouve, comme c'était depuis 1916 qu'ils nous en parlaient, c'était les 6 millions dans les catacombes, qui étaient les vrais juifs. Et qui, justement, dans la répercussion karmique et dans l'énergie karmique, ils ont récupéré la victimisation pour eux.
Non, c'est vrai. Oh, là, on est face à des sorciers. Hein. On n'est pas avec des petits joueurs. Hein. Français, vous n'êtes ni vendus, ni trahis, ni abandonnés. Venez à moi avec confiance. Ce que nous a coûté la poignée de main, nos fusillés, nos déportés, nos martyrs, exige une seule justice, la mort de Pétain l'hitlérien. Mais ça, là, c'est la propagande de qui? On sait toujours, comme je vous disais dès le départ, c'est le vainqueur qui raconte son histoire. Mais là, comme vous voyez, il nous a ressorti exactement la même histoire qu'en 39-45. Et ils ont même pas honte. Hein. Waffen-SS, coude à coude contre l'ennemi commun, division française de la Waffen-SS. Là, vous voyez bien marqué en français, la Waffen-SS combat pour l'Europe. Parce qu'en fait, la Waffen-SS était très très bien vue ici. D'ailleurs, j'ai des vidéos, j'ai une vidéo qu'il faudrait que je vous montre, où les femmes, quand ils voyaient en fait des soldats de la Waffen-SS, mais elles les embrassaient, elles étaient contentes et ainsi de suite. Allez, wow, excusez-moi, qu'est-ce que vous me racontez? C'est pas, moi, je fais que, vous voyez par vous-même qu'on peut rien me dire, j'apporte des preuves. Apporte tes preuves si t'es véridique. Et il n'y a rien qui sort de ma bouche, on est d'accord, j'ai l'écho depuis tout à l'heure. Je fais que voir les images. C'est clair. T'as vu ou pas? L'Europe unie contre le bolchevisme. L'Europe défend sa civilisation, mais l'Europe, c'était les Waffen-SS d'Europe. Les Waffen-SS d'Europe. En 1943, après le troisième hiver couverte de gloire pour la France et pour l'Europe, les LVF sont promus dans la Waffen-SS. Dans les 24 premières heures de cette annonce, 1500 nouvelles recrues ont été comptabilisées. C'est pas moi qui le dis, c'est marqué sur l'affiche. 1500 nouvelles recrues ont été comptabilisées. D'accord? Là, regardez. Toi aussi, tes camarades t'attendent dans la division française de la Waffen-SS. Tu savais qu'on avait la Waffen-SS ici? Tu savais que la Non. Waffen-SS était sur toute l'Europe? Non. Pourquoi ils ont caché ça? Ben pourquoi ils ont caché ça? Regarde, c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Mais regardez, on continue. Unité française de la Waffen-SS. Mais vous savez comment est-ce qu'elle s'appelait la Waffen-SS? Elle s'appelait la division Charlemagne. Caroline Magny. Charles. Sauf que là, c'est Caroline Magny, le véritable. Ils ont donné le nom de véritable Caroline Magny, Carolo V, qui a combattu contre l'ancêtre des comment ça s'appelle? Des des Tabors, des Arsaret, des 10 tribus d'Israël. C'est Donc, fou. vous voyez ou pas? Ça, c'était la véritable nom. Et vous comprenez maintenant pourquoi Charles de Gaulle. On continue. Attendez, parce qu'il bloque. Ok. La Waffen-SS, près de Moscou, ils furent vaincus, subirent de lourdes pertes et se replièrent à l'arrière depuis l'hiver. Les Français participèrent aux batailles contre les troupes soviétiques qui menèrent l'opération Bagration. Dans le même temps, il fut décidé de réorganiser la LVF et de l'inclure dans la Waffen-SS. Ainsi créer la 33e division. Pourquoi on l'appelait la 33e division? La 33, c'est pareil, hein, 33. Si c'est la 33e division, c'est ce qu'ont repris comme chiffre les francs-maçons. La C'est division Charlemagne, le combat des Français en Poméranie. Regardez, une jeunesse française, division Charlemagne. Maintenant, parlons des 10 tribus de Gog et Magog. Ouais. Vous me croyez ou pas? C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je vous ai parlé des 10 tribus d'Israël. Mais est-ce que vous savez que ce sont les mêmes tribus que les 10 tribus de Gog et Magog? Je vous le démontre par les cartes. Regardez. Ça, c'est une carte de Ondius. D'accord? Ouais. Attendez, il a bloqué. Voyons ensemble. Vous voyez la carte? Je vous ai montré Arsaret. Vous avez vu où est Arsaret? D'accord, au niveau du détroit de Bering. Attendez, excusez-moi, parce que mes filles, elles font un peu de bazar.
Pardon, excusez-moi. Les enfants, vous connaissez, quand ça dure trop longtemps, elles font les folles là-bas dans la chambre, elles sont en train de retourner Bref. Donc, là, j'étais en train de vous parler justement des 10 tribus de Gog et Magog. Et vous savez que ce sont les mêmes tribus que Arsaret. Regardez, je vais vous montrer. Là, ici. Allez. Hop. Là, vous avez en fait la carte de Ontius Mercator. Vous savez, Mercator, c'est bon, on n'a pas besoin de donner son nom. On est d'accord. Là, vous avez en fait les terres qu'on nous cache. Vous voyez au centre, si vous regardez en fait aujourd'hui une carte du pôle Nord, vous n'avez pas les mêmes terres comme ça. On est d'accord. Maintenant, quand vous zoomez un petit peu, ici, regardez, ici, qu'est-ce que vous voyez marqué? Belgian Mont, d'accord? Le mont belge, d'accord? Mont Belgique. Là, ici, vous avez Nostris Gog, Dicitur, Mongol Aïs Magog, la région de Magog, avec le peuple de Gog, Desertum de Belgian, la Belgique, l'Angleterre, les Goths, tout ça, c'est la terre de Gog et Magog. Et Gog et Magog, vous savez que ce sont ceux qui sont attendus à la fin des temps, comme ceux qui vont être les cannibales qui vont manger tout le monde sur terre. Des tribus, en fait, dont on s'attend même pas. Maintenant, regardez. Là, on revient, en fait, à cette carte de Ondius. Vous croyez qu'en fait, elle est de 1606? Vous croyez qu'ils n'avaient pas déjà fait suffisamment le tour du monde, en fait, pour sortir des cartes comme ça, où ça, en fait, aujourd'hui, c'est passé où? Vous croyez que c'est des terres qui ont disparu ou c'est des terres qu'on n'a plus le droit de voir? Parce que, comme vous pouvez voir, c'est ici, Arsaret. Hein. Ouais, Bargu, là. Bargu, Tabine, tout ça, là, ici, c'est ici, là, en fait, qu'on voit. C'est ici qu'est Arsaret, même si on ne le voit pas marqué sur la carte. Mais c'est tout juste là, au détroit de Bering. Vous voyez, il est là, le détroit de Hanyang, qui donne directement. Vous voyez? C'est de là où, en fait, ils sortent, comme il nous est dit dans les écrits, et c'est de là qu'ils nous attaquent. Regardez sur cette autre carte. 1609, Asie ex Magna. Regardez. Ici, c'est pareil. On est sur la carte d'Asie. Regardez, Mongul. Mongulat, Magog. Peuple mongol, Ungat, Gog. Ouais. Vous le voyez marqué, Belgian Mont. C'est la même terre. Ouais. Le désert de Belgium, Magnum. On y est. Gog et Magog. Vous connaissez l'histoire de Gog et Magog. Gog et Magog se trouvent dans l'Apocalypse de Jean. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. On y est ou pas? Satan, c'est qui aujourd'hui qui le représente? Je vous l'ai montré, Satan. Dans Notre-Dame, 28 666 jours après sa naissance, Donald Trump est venu poser ses fesses dans Notre-Dame. Et c'est ce qui avait marqué, en fait, dans Thessaloniciens. Le jour où vous verrez l'impie poser ses fesses, s'asseoir dans le temple de Dieu, et y venir par la puissance de Satan. 28 666 jours. Que les fils de Japheth sont souvent associés à l'Asie mineure. Les fils de Japheth, c'est le fils... Japheth, c'est le fils de Noé. C'est l'un des fils qui n'a pas été maudit. Continue, regardez. Référence en islam, ce sont deux peuples apparaissant comme un signe apocalyptique. Ils sont cités au verset 92-99, d'accord? Donc Gog et Magog est aussi dans l'islam. Je vous passe, hein, vous lirez après par la suite. Localisation de Gog et Magog et de la barrière. La localisation de la barrière est alors essentielle pour les auteurs musulmans de l'époque médiévale. Certains la localisent à l'extrême nord dans les terres inhabitées du monde, d'autres au bout des steppes, d'autres enfin à la frontière des Khazars. Parce que ce sont les Khazars. Oui. Gog et Magog se trouvent dans l'Apocalypse de Jean, d'accord? Là, ici, je vous ai montré, de nombreux commentateurs au travers du temps ont donc identifié Magog comme un peuple occupant les territoires qui forment aujourd'hui la Russie. Vous voyez? Ça, c'est Gog et Magog. Maintenant, regardez, fausse prophétie, Gog et Magog et démagogue.
L'époque pré-messianique a commencé depuis plus de 200 ans environ. Elle est caractérisée par un retour massif des Talmudistes en Eretz Israël et un retour aux sources spirituelles du peuple. De plus, ça s'accompagnera d'une grande confusion des esprits. J'arrête pas de vous le dire. Quelle est la confusion des esprits aujourd'hui? La confusion des esprits, c'est l'IA. J'ai remarqué, en fait, là, pendant que j'étais avec les fêtes avec la famille, je voyais qu'ils regardaient des vidéos, ils croyaient que les vidéos étaient vraies. Vous savez, comme la vidéo du cerf qui rentre dans la maison, qui casse la télé, qui casse la vitre. Il casse 4 fois la vitre, la même vitre. Les gens, ils pensent que c'est un vrai cerf qui a été filmé par une caméra de surveillance. Vous avez vu ce qui s'est passé en Afrique dernièrement, là un président africain qui a appelé, comment il s'appelle Macron. Il lui a dit quoi? Il a dit, je comprends pas, tu viens de subir un coup d'État, c'est passé sur BFM. Mais en fait, c'était une fausse vidéo. Pourquoi autant de confusion? C'est justement la confusion de Gog et Magog. On y est, on est dans les temps de la confusion. Je pense que j'ai été assez clair ce soir. Regardez. C'est clair. Lutèce, communément appelée Paris. Je m'apprête à décrire cette ville, la première de toutes les villes de Gallia. Vous savez, je vous ai expliqué que c'était Hercule l'Égyptien qui l'avait créée. D'accord? Là, qu'est-ce qu'eux, ils disent? Que certains situent en Gallia celtique. Gallia celtique, c'est la Gallia Belgica. Plusieurs auteurs prétendent qu'elle fut fondée par Paris, 10e roi de Gallia, descendant de Japheth, fils de Noé. Donc, selon vous, si c'est Japheth qui a créé la ville de Paris, pour eux, qu'est-ce qui nous arrive à nous, ici? Vous croyez qu'à jamais, à un moment, ils vont décider que ce soit d'ici, justement, comme nous, c'est nous, le peuple de Cham, les Rhésus O positifs, nous sommes les peuples de Cham. Parce qu'il n'y a pas que la mélanine qui compte. D'accord? Les Rhésus O positifs et ainsi de suite, qui ne sont pas les Adamites, c'est nous qui sommes attaqués aujourd'hui. C'est nous qui allons subir. Après, quand je dis ça, j'ai rien contre les Rhésus négatifs qui, eux, aujourd'hui, peuvent récupérer leur véritable Rhésus grâce à l'arbre de vie. Et je vous ai dit, j'ai trouvé l'arbre de vie. Vous pouvez récupérer votre mélanine et le Rhésus positif et faire en sorte de redevenir semblable à tous. C'est pas nous qui avons fait cette saloperie. C'est Yahvé qui a modifié les gènes des humains pour en faire justement des monstres, des animaux comme des Gog et Magog pour qu'ils mangent tout le monde. Donc là, aujourd'hui, Japheth, s'il a créé la ville de Parisie, vous croyez qu'en fait, c'est pas ça leur ville sainte? Parce que regardez dans les cartes, qu'est-ce qu'ils vous montrent? Ça, c'est une ancienne carte. Holy Mount, la New Jérusalem, vous pensez qu'elle est ici? Ça, c'est un leurre, cette bêtise. Ham, c'est Cham. Africa, Éden. Je vous ai montré où était la couche Éden et ainsi de suite. Mais Japheth, si vous regardez, c'est où Japheth? C'est la Navarae. C'est Navarae, Franciae, Navarae. C'est eux qui nous ont attaqués avec la Belgique et ainsi de suite. Pourquoi est-ce que vous pensez que Léopold Ier, là, ou Léopold II, je ne sais plus combien c'était le nombre là, il a pris pour lui seul l'intégralité de l'Empire Congo avec toutes les mines intérieures, le roi de Belgique? Comment vous pensez pourquoi c'est lui qui a eu tout ça? Parce que c'était lui à l'origine de toutes ces guerres. C'est lui qui est venu de Belgique en Sibérie pour venir nous niquer ici. Et c'est pas moi qui le dis, tout est marqué dans les. Et si vous regardez le troisième fils, Cham, c'est un des fils de Noé. Le troisième fils, c'est Shem. Oui. Et Sem, lui, c'est l'Arabie. C'est les fils tout pervertis là, de Mohamed Ben Salman et ainsi de suite, qui s'est uni avec Japheth pour mettre en esclavage Cham. C'est marqué dans la Genèse. Quand en fait Cham, il a vu son père nu, qu'il a refusé d'aller en fait parce qu'il était en état d'ébriété, il voulait pas rentrer, il voulait pas continuer à le voir nu. Et quand il lui a remis en fait, quand il a dit à ses frères allez le recouvrir, eux ils y ont été en marche arrière, ils l'ont pas vu nu. Noé, du fait que son fils l'ait vu nu, a maudit toute la lignée de Cham. Mais la lignée de Cham, c'est qui? C'est tous ceux en fait qui ont créé toutes les pyramides, c'est eux qui ont créé tous les grands temples, tout partout dans le monde, c'est eux qui ont été les premiers avec Nimrod à forger l'or, à forger le fer, c'était eux, et non pas les Japheth, Shem. Que Yahvé, soi-disant, c'était lui qui allait les préserver et faire d'eux des grandes nations. En fait, les grandes nations, c'était nous, mais à force de nous infiltrer
et de nous faire du tort. Voilà ce qu'ils nous ont fait. Mais regardons, maintenant je vais m'arrêter ici. Je vais vous donner un scoop. Parce qu'ils pensent qu'on est bête. D'accord? Arsaret. Que cache Arsaret? D'accord? C'est bientôt fini, Gélico. Regarde. Là, c'est important que tu regardes cette partie. C'est vraiment la partie où Justin Trudeau se la raconte avec son papa. Donc écoutez. Attendez. Ah merde! Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait? Oh la bêtise! Excusez-moi. Hop, je me suis trompé de lecture. C'est ici, regardez. Écoutez ce qu'il dit. I was about 6 years old when I went on my first official trip. I was going with my father and my grandpa Sinclair up to the North Pole. It was a Pôle Nord. very glamorous destination. Arsaret. But the best thing about it Écoutez. was that I was going to be spending lots of time with my dad. Because in Ottawa, he just worked so hard. One day, we were in Alert, Canada's northernmost point. A scientific, military installation that seemed to consist entirely of low, shed-like buildings and warehouses. Bâtiment Let's entrepôt. be honest, I was 6. There were no brothers around to play with. And I was getting a little bored because Dad still, somehow, had a lot of work to do. I remember a frozen, windswept Arctic afternoon, and I was bundled up into a Jeep and hustled out on a special, top secret mission. I figured I was finally going to be let into the reason for the existence of this high security Arctic base. That was exactly right. We drove slowly through and past the buildings, all of them very gray, windy. And we rounded a corner, Écoutez. came upon a red one. We stopped. I got out of the Jeep and started to crunch across towards the front door. I was told no. To the window. So I clambered over the snowbank, boosted up to the window, rubbed my sleeve against the frosty glass to see inside, and as my eyes adjusted to the gloom, I saw a figure hunched over one of many work tables that seemed very cluttered. He was wearing a red suit with that furry white trim. And that's when I understood just how powerful and wonderful my father was. Vous avez compris? Il était au pôle Nord, d'accord? Dans un lieu haute sécurité, top secret, l'endroit le plus fou de la Terre. Là-bas, il a vu une loge dans un bâtiment rouge. Bon, moi, toujours très curieux comme je suis, je commence à me promener un peu sur Google Earth. Regardons ensemble. Google Earth, donc je vois Arsaret. Aujourd'hui, il s'appelle Neshkan. Mais qu'est-ce que vous voyez là? Comme il disait, c'est exactement le même lieu, les routes, bosselées, d'accord? On voyait tout un complexe de bâtiments, d'entrepôts, et surtout un bâtiment rouge. Là, vous les avez, les bâtiments rouges? Comment est-ce que vous expliquez qu'à Arsaret, la terre des 10 tribus d'Israël, la loge la plus importante, je suis sûr que c'est la loge de Jébulon, elle est là-bas? Donc, si vous les cherchez, là, les 10 tribus d'Israël, elles sont là-bas. C'est de là-bas qu'ils contrôlent, pour l'instant, jusqu'à ce qu'ils récupèrent Galia pour venir contrôler à notre place ici. Eh, fort ou pas? Hein? Regardez. Vous le voyez ou pas, le bâtiment rouge?
Il est là, le bâtiment, dans le coin de tous les autres bâtiments. Moi, je m'ennuyais là-bas. Bon, après, c'était en hiver, donc moi, j'ai une photo. Et vous voyez, si vous regardez bien, il y a un bâtiment plus rouge que les autres. Hein. Celui-ci. Eh ouais. Il n'y a rien qu'ils peuvent cacher. Rien. Rien qu'ils peuvent cacher. Regardez. On termine. Là, c'est Neshkan. Et comme vous voyez, Neshkan, c'est exactement où est écrit Arsaret. Regardez. Neshkan, Arsaret. C'est la même chose. Vous voyez Arsaret? Avec le cours d'eau là qui rentre là, ici là. Je sais plus comment ça s'appelle, le détroit. Enfin bref. Mais là, vous voyez bien que Neshkan et Arsaret, c'est la même chose. Voilà ce qui se cache. Voilà où Justin Trudeau, il a été avec son père et c'est là-bas où il a dit non, vraiment mon père, puissant et merveilleux. Vous voyez, Arsaret. Donc, l'un d'eux interprète les mots comme aujourd'hui, comme signifiant que de même que le jour s'en va sans revenir, de même ceux qui sont exilés ne reviendront pas. L'autre explique ces mots ainsi, de même que le jour commence dans les ténèbres de la nuit, mais se transforme en jour, de même les ténèbres de leur exil se changeront en lumière éclatante. C'est de là-bas, en fait, qu'ils sortent des ténèbres, les Gog et Magog, pour venir nous foutre le bazar ici. Voilà Arsaret, d'accord? Je vous laisserai lire. Voilà, d'accord? Ça, c'est la signification un petit peu de tout ce qui est dit sur Arsaret. Et de quoi Trudeau fut si fier, en fait, parce qu'il vous a dit, c'est au pôle Nord. Mais qu'est-ce qu'il y a au pôle Nord? Il y a ces 4 terres. Et au centre, il y a la Rupes Negra. La Rupes Negra, en fait, lui a eu accès à ces terres-là depuis Arsaret. C'est-à-dire que eux, ils vont à Arsaret, vous voyez, il n'y a pas long à traverser. La traversée, elle est courte, hein, pour aller dans des terres. Pourquoi est-ce qu'il a senti son père si puissant et mystérieux ou je ne sais quoi? Mais parce que son père a accès à des terres que nous-mêmes, on n'avait pas. On n'a pas d'accès à ces terres. Et regardez, ça s'appelle comment l'océan? Océan Scythicus. C'est l'océan des Scythes. Alors que la Scythie, elle est loin, hein. Elle est là-bas. Hein. Les Scythes, ils sont là-bas. Hein. Mais les Scythes, ils viennent d'ici. Et donc là, après, bon, vous n'aurez plus qu'à regarder. Hein. Mais là, je vous ai mis en fait toutes les traductions. Cet océan c'est pour vous dire en fait que ce n'est pas possible que ce soit en fait des élucubrations de la part de Hondius Mercator. C'est pas possible. Pour quelle raison? Parce qu'il donne des détails. Regardez, cet océan s'engouffrant et courant entre ces îles forme 4 courants impétueux qui sont portés vers le septentrion. Et là, ils sont absorbés dans les entrailles de la Terre. Le rocher qui se trouve sous le pôle a une circonférence d'environ 33 lieues. Dans les régions septentrionales se trouvent les îles Bargy, qui s'étendent si loin vers le nord que le pôle arctique semble pour elles se détourner vers le sud, vers le midi, pardon. Roche-Noire est très élevée, en parlant de la Rupes Negra. D'accord? C'est elle qui donne le nord. C'est cette terre-là qui nous interdise aujourd'hui. Ici, le courant possède 5 embouchures. Et en raison de leur étroitesse, le flux est si violent qu'il ne gèle jamais. Il faut connaître hein, que, en fait, qu'un flux si violent, ça ne gèle pas. Déjà à son époque. La mécanique des fluides, c'est pas partout. Hein. Cette île est la meilleure, la plus salubre de tous le septentrion. Mais regardez, on va plus loin. Ici, le courant entre par 3 embouchures, d'accord? Et chaque année, il demeure gelé environ 3 mois. Il a environ une largeur de 37 lieues, pardon. Il a une largeur de 37 lieues. Pôle arctique. Et là, regardez ce qui est écrit. Des pygmées habitent ici. Tout au plus de 4 pieds. Semblable à ceux que les auteurs disent vivre en Groenland. Des pygmées hauts de 4 pieds. Bref. Donc, ça s'arrête ici. C'est bon ou pas? C'était intéressant ou pas? Dites-moi. N'hésitez pas à poser des questions. Tu as peut-être des questions, Gélico? Ouais, attends. C'est super intéressant. Hein? C'est un truc de fou. Hein. Voilà, je t'avais promis un live d'anthologie ou pas? Tu l'as eu? Ouais. Satisfait en tout cas. Je t'avais dit, je vais pas te... Voilà. Et Voilà, faire plaisir. à ton avis, qui est-ce qui a écrit l'histoire
tu parlais des Rothschild, mais qui, à ton avis, C'est Yahvé. au-dessus de eux, des Rothschild, des Rottweiler Ah, qui sont... c'est Yahvé, il est en tant qu'humain avec nous. Hein. Yahvé, il connaît. En fait, Yahvé, lui, il a la science pour en fait se réincarner dans des corps. Lui, c'est ce qu'il fait, lui. Lui, il habite un corps, après il en habite un autre, et ainsi de suite. Il a la science, en fait. Il récupère en fait la lymphe, la graisse, parce que la graisse, en fait, quand elle est à l'état liquide, quand elle est en nous à 37 degrés, elle est à l'état liquide. Et en fait, c'est dedans qu'il y a notre âme, avec le sang. Et en fait, il récupère ça et il le réinjecte dans un autre corps. C'est une science que lui, il a et qu'il connaît. Tu vois? C'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, ils te font manger de la merde et des graisses qui vont, en fait, des graisses saturées, des graisses de merde et autres, pour, en fait, attaquer directement, en fait, ton âme. Mais au-delà de ça, tu as tout ton patrimoine génétique dans la lymphe. Et c'est, en fait, c'est pour ça qu'il ne faut pas manger de viande, parce que tu as la graisse de l'animal. L'animal, quand il subit toutes ces tortures et ainsi de suite, quand la graisse, elle se gélifie et que toi, après, derrière, tu la manges, elle a bon goût, c'est clair. Mais au final, tu manges l'âme de l'animal. C'est pour ça qu'il faut prendre soin de l'animal. Et quand tu le tues avec douceur, amour et ainsi de suite. Moi, aujourd'hui, je ne mange plus de viande parce que je ne sais pas où je pourrais trouver une viande pareille. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que j'en mangerais? Je suis au plus, j'en ai pas besoin. J'ai le RHD, je le produis moi-même. Donc ça, c'est plus pour les RH négatifs, mais même pour eux, en fait, on a des solutions pour leur récupérer du RHD et récupérer aussi leur mélanine. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, la cartographie est un outil de pouvoir? Bien sûr, non, en fait, toutes les sciences sont un outil de pouvoir. Toutes les sciences ont été, en fait, spoliées, usurpées et, en fait, surtout, dévoyées. C'est-à-dire que les cartes, les pièces, tout ce qui vient de nos ancêtres, les tableaux, mais pas les tableaux qu'eux, ils ont repeints derrière. En fait, tout l'art et autres, c'est des témoignages de nos ancêtres. Les livres, les ouvrages et autres, c'est des témoignages. Si derrière, on ne revient pas, en fait, à ceux qui ont reçu les écrits avant nous, comment est-ce qu'on veut être sûr de savoir que ce que l'on lit aujourd'hui est la vérité? C'est pour ça que nous, aujourd'hui, ils nous tiennent aussi